Bien, bonjour bienvenue au webinaire de l'IHE. Vous êtes bien dans le cycle IHE Business Webinar. Donc, on va entamer notre quatrième et dernier webinaire de cette saison. On est très content de vous recevoir. On est très content de vous avoir parmi nous. Donc aujourd'hui, on va parler de la finance internationale post-Covid-19. Ça va être une conférence d'une grande qualité avec un intervenant de marque, le professeur Éric Pichet, qui est professeur à la Cage Business School, qui est un ami à la Tunisie, qui est spécialiste de la finance en général, qui est aussi et on est très content de l'avoir parmi nous. On va parler de la finance internationale. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans le monde de la finance. On va essayer d'établir avec Éric Pichet un diagnostic de la situation et puis on va tracer un peu l'évolution de la finance internationale et les perspectives à venir. Sans trop tarder, donc je vais commencer par donner la parole au professeur Éric Pichet, qui est déjà venu en Tunisie, qui est déjà venu à l'IHET et donc bonjour, et on va essayer de voir un petit peu avec Eric son diagnostic par rapport à la crise du Covid-19. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? L'impact au niveau financier, au niveau économique. Eric, bonjour, à toi la parole. Bonjour, je voudrais déjà remercier le docteur Giudi pour cette invitation. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons un format qui est un format de conférence de 3/4 d'heure, si j'ai bien compris, avec ensuite quelques questions. Ça me donnera donc l'occasion de développer une analyse que nous n'avons pas le temps de développer sur un plateau télé, dans un débat ou alors sur une interview très courte où on peut uniquement se contenter de donner quelques éclairages. Là, je trouve que c'est très, très appréciable d'avoir 3/4 d'heure pour déployer, si vous voulez, une argumentation sur la finance internationale. Donc, si j'ai bien compris, on commence par le diagnostic. Tout à fait. Voilà. Alors, tout à fait. Alors, à mon avis, le diagnostic actuel, nous avons connu en 2008-2009 une crise qui était une crise financière, qui s'est transmutée en une crise économique parce que le virus des subprimes, si ça n'avait pas été les subprimes, ça aurait été autre chose de toute façon, parce qu'il y avait un problème d'endettement global aux États-Unis qui était trop fort. Le virus des subprimes, finalement, a attaqué l'économie américaine, et comme l'économie américaine est bien sûr était le moteur de l'économie mondiale, ça a infecté, si vous voulez, toute l'économie réelle. Donc on est parti d'une crise financière et on est arrivé à une crise économique mondiale. Nous sommes dans une situation totalement différente, encore que on peut faire une similitude avec, si vous voulez, le virus des subprimes et puis le Covid-19, c'est-à-dire que nous sommes face à un choc exogène qui se traduit bien sûr par une crise économique. Alors la question est de savoir, est-ce que cette crise économique va se transformer en crise financière? Ce n'est pas du tout sûr. Bon, ce qui est sûr, c'est que cette crise économique, elle est je dirais sans historique. C'est quelque chose d'inédit, au moins depuis 1929. Pourquoi? Parce qu'elle s'est caractérisée à la fois par un choc d'offres et un choc de demande. C'est-à-dire qu'on a eu à la fois avec le confinement de la plupart des pays développés, on a eu un choc de demande dans la mesure où les consommateurs ne pouvaient pas sortir de chez eux, donc ne pouvaient pas consommer, et un choc d'offres dans la mesure où effectivement les magasins étaient fermés, les usines étaient fermées. Bon, à titre indicatif, en France et dans la zone euro, que je connais particulièrement, on attend une baisse du PIB de l'ordre de 10% cette année. Voilà. Donc, ce qui est intéressant voilà la situation. Alors, ça va se traduire, dans la plupart des grands pays, ça se traduit par une hausse du chômage, différente selon les pays, et ça se traduit évidemment par une hausse de l'endettement public, puisque, à titre indicatif, dans la zone euro, on va prendre 20% de dette sur PIB supplémentaire, c'est-à-dire qu'en France, on était à 100% du PIB, on va passer à 120%. En Allemagne, on était à 50%, on va passer à 70%. Voilà. Et aux États-Unis, dans des proportions encore plus élevées. Bon. Alors, la question qui se pose, c'est le diagnostic, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a les deux grands acteurs ont réagi d'une manière rationnelle et correcte, c'est-à-dire que les États ont laissé. Alors, d'abord, les États ont subi une baisse brutale de leurs recettes fiscales. Vous savez, ce qu'on appelle l'élasticité fiscale, c'est tout simplement, en gros, l'élasticité fiscale, c'est 1.
C'est-à-dire que quand vous avez 1% de PIB en moins, vous avez 1% de recettes fiscales en moins. C'est à peu près 1. Alors pour la TVA, c'est 1, mais pour l'impôt sur les sociétés, par exemple, c'est 5. Parce que là, vous avez un effondrement des bénéfices et donc, bien sûr, un effondrement de l'impôt sur les sociétés. En France, on attend 3 fois moins de revenus, de recettes de l'impôt sur les sociétés qu'avant, par exemple. Bon. Mais en gros, on va dire, en gros, c'est 1. Alors, si vous avez une baisse de 10% du PIB, ben, c'est facile de comprendre que les recettes baissent de 10%. Et comme dans le même temps, l'État est obligé de mettre en place plusieurs plans de relance extrêmement puissants, ben, j'avais vu ça en France, là, vous savez, on a de la population active du secteur privé qui était en activité partielle, c'est-à-dire en chômage partiel, qui était payée par l'État en grande partie pour rester chez elle, pour éviter, si vous voulez, des licenciements. Donc là, il y a un coût extrêmement élevé et ce qui fait qu'on aboutit en gros à 12% de déficit public, alors qu'en France, on était à 3% avant la crise. Donc là, l'État, les pouvoirs publics ont fait leur travail, qui est une politique finalement keynésienne, hein, c'est-à-dire l'idée c'est de dire on ne va pas rajouter de la crise à la crise, et d'ailleurs notre ministre de l'économie, et c'est le cas de tous les ministres de l'économie dans le monde, hein, a dit ben non, il n'est pas question d'augmenter les impôts pour l'instant parce qu'on ne veut pas casser on veut pas casser l'espoir d'une relance qu'on attend en 2021, puisque cette année on attend une baisse du PIB de 10%, et en 2021, on attend une hausse du PIB de l'ordre de 6 à 7%, évidemment sur un niveau plus bas. Bon. Donc ça, c'est pour les États. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'ont fait les banques centrales. Alors, les banques centrales, je vous rappelle, et Moïse, vous pouvez m'interrompre quand vous voulez, c'est sur cette question, c'est que les banques centrales, en 2008 déjà, lorsqu'il y a eu la crise, qui était une crise financière, elles ont immédiatement fait ce qu'elles savaient faire, c'est-à-dire baisser les taux d'intérêt pour éviter que la récession ne se transforme en déflation, hein, c'est-à-dire en une baisse généralisée des prix qui entraîne elle-même une baisse de l'économie et ainsi de suite. Bon. Donc ça, elles ont évité le processus déflationniste en mettant les taux d'intérêt à zéro. Mais comme ça ne suffisait pas à l'époque, en 2008, les banques centrales se sont trouvées face à un dilemme, parce qu'en principe, dans des crises classiques, quand vous mettez les taux d'intérêt à zéro ou à peu près, bah, l'activité repart. Et là, l'activité, les forces déflationnistes étaient tellement puissantes que l'activité ne repartait pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? D'abord la Fed, qui était la première à le faire en 2009, et ensuite la Banque centrale européenne, pour ne parler que des deux grandes banques centrales, hein, si vous voulez, qui ont des devises convertibles, parce que la Chine, comme vous le savez, le yuan, il n'est pas totalement convertible, donc c'est pas vraiment une monnaie convertible. Bon. Eh bien, quand vous prenez les initiatives des banques centrales, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont lancé de leur bilan, une augmentation très importante de la monnaie mise en circulation dans l'économie. Sous quelle forme? Essentiellement sous la forme d'achats d'obligations d'État, donc de bons du Trésor américains pour la Fed et de bons du Trésor de la zone euro pour la Banque centrale européenne. Alors ça, les Américains l'ont fait très vite, ils l'ont fait en 2009. Nous, dans la zone euro, on ne l'a fait qu'à partir de 2015, parce qu'on pensait que c'était quelque chose peut-être d'un peu trop novateur, cette politique non conventionnelle, mais on l'a fait d'une manière tout aussi importante finalement en quantité. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'idée, c'était bien entendu, c'était pas de financement de la dette publique. Il faut bien comprendre ça. La plupart des gens disent « Ah oui, mais finalement, on a monétisé la dette publique ». La monétisation de la dette publique, je vous rappelle ce que c'est le fait de financer d'une manière importante et durable la dette des États par de l'émission monétaire. Bon, c'est ça la définition de cette opération de monétisation. Et la Banque centrale européenne s'est bien gardée de dire qu'elle faisait de la monétisation. Elle a dit « Je ne fais pas du tout de monétisation ». Et la Banque centrale américaine a tenu le même discours. Qu'est-ce qu'elle disait? Les deux banques centrales, elles disaient « Nous, on achète des obligations d'État sur le marché secondaire, pas à l'émission, ce qui veut dire qu'on ne finance pas directement la dette publique, mais on le fait non pas pour financer la dette publique, mais on le fait pour maintenir les taux d'intérêt à long terme bas
pour permettre aux ménages d'emprunter pour acheter leur résidence principale et donc relancer l'économie quand le bâtiment va tout va, et également pour les entreprises de pouvoir se financer pour investir. Le but de ce quantitative easing n'était pas la monétisation, c'était maintenir des taux d'intérêt le plus bas possible pour permettre aux agents économiques d'investir et de faire repartir la machine. Il se trouve qu'en faisant ce quantitative easing, en le mettant en place, un des résultats, et le plus notable, était effectivement de financer indirectement la dette publique. Voilà. Donc on en était là en 2016, 2017, même 2018, au moment où les Américains, et tout ça, les banques centrales se disaient, attention, il s'agit d'une politique temporaire. Quand la récession s'éloignera, quand la reprise économique aura lieu, nous retirerons toutes les liquidités que nous avons mises dans l'économie en tout simplement revendant les obligations que nous avions. C'est ça l'idée. Bon. Alors, cette stratégie de de vente des obligations par la Banque centrale américaine, elle a commencé en 2016 et elle s'est poursuivie jusqu'en 2019. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y avait effectivement une diminution du bilan de la Fed. Bon. Alors, il y a une confusion qu'il ne faut jamais faire. Vous savez, on entend très souvent dans les médias, les journalistes ou même les économistes dire on fait marcher la planche à billets. C'est une expression que vous employez, j'imagine, en Tunisie comme en France. Non, cette expression n'a pas de sens. Il n'y a pas plus de billets en circulation aujourd'hui dans la zone euro ou aux États-Unis qu'il y en avait avant 2008. Simplement, c'est que la Banque centrale a acheté aux banques, aux établissements financiers, des obligations que ces dernières détenaient en créditant le compte des banques auprès de la Banque centrale en monnaie électronique. Il ne faut pas confondre les choses. Il y a une augmentation de la masse monétaire très significative, mais il n'y a pas d'augmentation des billets en circulation. J'insiste là-dessus parce que souvent, il y a des confusions dans le langage et ce n'est pas du tout le cas. Alors, on arrive en 2018, la Fed, voyant que l'activité repart, réduit son bilan, c'est-à-dire reprend les liquidités en gros qu'elle avait mis dans le circuit, et en même temps, la Fed remonte ses taux d'intérêt à 2,5. La Banque centrale, l'activité dans la zone euro n'étant pas aussi importante, la croissance n'étant pas aussi forte qu'aux États-Unis, la Banque centrale, elle, européenne, a maintenu ses taux d'intérêt en gros à zéro, et puis a simplement mis en stand-by son programme de quantitative easing. Arrive là-dessus le Covid-19. Arrêt brutal de l'économie, beaucoup plus important encore qu'en 2008-2009. Que font les banques centrales? Elles font ce qu'elles font toujours. La Banque centrale américaine, en mars 2020, donc c'était il y a 4 mois, hein, c'était tout proche, rebaisse brutalement ses taux à zéro. La Banque centrale européenne met ses taux à un taux négatif entre moins 0,5 et moins 0,75. Ce que refuse d'ailleurs de faire la Banque centrale américaine. Bon, voilà. Et tout de suite, plutôt que de retirer progressivement les liquidités que les banques centrales avaient mises dans l'économie en achetant des obligations d'État, elles décident de renforcer, de multiplier, si vous voulez, le quantitative easing d'une manière extrêmement importante, avec un premier programme de la Banque centrale européenne qui s'appelait le Pandemic Emergency Purchase Programme, de 750 milliards d'euros en mars, et voyant que ça ne suffisait pas, alors on se trouve aujourd'hui dans la situation, voilà, le diagnostic il est là, on se trouve aujourd'hui avec la Banque centrale américaine qui a un bilan qui représente 50% du PIB de la zone euro, alors que ça représentait à peu près 12% en 2008. Bon. Donc ça, mais encore une fois, les banques centrales, elles insistent bien, elles disent attention, on a pris des mesures exceptionnelles pour éteindre l'incendie. On a acheté massivement des obligations d'État, et au passage, on a acheté également des obligations du secteur privé, ce qui s'était jamais fait, en créant de la monnaie.
hein, donc pour alimenter l'économie en liquidité pour permettre d'éviter la déflation. C'est ça, c'est exactement là où on en est. Donc la question qui se pose maintenant, c'est de savoir est-ce que ces deux stratégies, vous voyez, la stratégie de l'endettement public via une relance keynésienne et la stratégie de l'inondation finalement de l'économie en liquidité mise en place par toutes les grandes banques centrales hein, de la planète, est-ce que ces stratégies vont permettre d'abord d'arrêter l'hémorragie qui est liée au Covid-19 et puis de permettre d'éviter la récession. Alors, il y a un point, voilà, ça c'est, je dirais, c'est le diagnostic. Moës, vous m'interrompez quand vous voulez. Hein. Ce qu'il y a, c'est que maintenant, la vraie question, c'est bon, et c'est une question qui intéresse beaucoup. Alors, oui, avant de passer à la deuxième question, moi j'aimerais bien savoir, et merci pour le diagnostic, il est vraiment très très clair et très pertinent et très profond. Moi je voudrais savoir, parce qu'on est en train de lire, de voir des informations qui circulent sur l'effondrement de la finance mondiale et sur la possibilité d'un crash boursier sans précédent. Est-ce que ces prévisions sont vraiment, je dirais, fondées ou bien c'est juste des paroles, des anticipations un peu pessimistes? D'accord. Alors, il y a deux choses dans la question. Hein. Il y a d'abord l'état des établissements financiers, d'une part, la solvabilité des établissements financiers, d'une part, et puis la question des marchés financiers, d'autre part, des marchés actions. Bon. Pour ce qui est des établissements financiers, on entend de temps en temps des pseudo-économistes dire oui, les banques américaines, les banques européennes vont sauter les unes après les autres. Je n'y crois pas du tout. On a, depuis 2008, c'était déjà pas le cas en 2008, et c'est encore moins le cas maintenant, parce que, comme vous le savez, avec la crise de 2008, la régulation du secteur bancaire s'est accrue. Par exemple, pour ce qui est des 600 banques de la zone euro, vous avez une régulation au niveau national qui est très stricte, et vous avez une super régulation, une régulation au niveau de la Banque centrale européenne pour ce qu'on appelle les banques systémiques, c'est-à-dire la centaine de banques, un peu plus peut-être, dans la zone euro, qui sont too big to fail, trop grosses pour couler. Donc, c'est-à-dire qui seront financées par les États si jamais elles devaient être en risque de solvabilité. Bon, les banques ont des coussins de sécurité suffisamment importants. Évidemment, il y aura une hausse du risque, c'est-à-dire une hausse des prêts impayés, qui actuellement est de l'ordre qui est inférieur à 1% par an, qui va peut-être passer à 3 ou 4%, mais ça ne met pas, à mon avis, en danger la solvabilité des banques. Et ça la met d'autant moins que les banques centrales, ayant inondé le marché de liquidité, bien entendu, les banques ont suffisamment de liquidité pour pouvoir reprêter, etc. Donc, sur les établissements bancaires, je crois qu'ils sont bien régulés. Il y aura sans doute des faillites de petites banques ou dans des pays, bon, je pense par exemple au Liban, puisque je pense que le Liban est un pays qui vous concerne autant en Tunisie qu'en France. Bon, là, on est vraiment dans un risque systémique bancaire. Mais encore une fois, c'est très localisé. Voilà. Et puis, ça ne concerne pas des pays qui ont un poids important dans l'économie mondiale. Alors, pour ce qui est de la question sur les marchés actions, il faut déjà signaler que le crack, il a eu lieu. Il a eu lieu en mars, puisque la définition d'un crack, c'est une baisse de 20%. Bon, ben, en mars, le marché a perdu 30%. Donc, le crack boursier, il a eu lieu. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les actions des banques, quand vous prenez l'Eurostock, bon, qui est l'indice de référence de la zone euro pour le marché actions, et si vous prenez l'Eurostock des banques, les banques ont baissé 2 fois plus, le cours des actions bancaires ont baissé 2 fois plus que le cours des actions, je dirais, classiques. Pourquoi? À mon avis, tout simplement parce que les investisseurs ont vous savez, le gros problème d'une banque, c'est que on ne sait jamais ce qu'il y a comme cadavre dans les placards. Quand il y a quand il y a des prêts pour des emprunteurs très importants qui ne paieront pas, on n'a pas de visibilité. Alors que bon, ben, quand on achète d'une on sait à peu près où on va. Voilà, en termes de passif, c'était extrêmement difficile à évaluer. Donc c'est pour ça que le cours des actions bancaires a baissé 2 fois plus que les actions normales, enfin, les actions classiques. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que depuis le point bas qui a eu lieu en avril, les actions ont fortement remonté,
Et il y a une explication qui est assez simple, qui est, à mon avis, la principale explication, c'est précisément le fait que les banques centrales ont inondé l'économie de liquidités. Quand vous inondez de l'économie de liquidités, il faut que ces liquidités, elles aillent quelque part. Où voulez-vous qu'elles aillent? Alors, elles vont sur les obligations, puisque les banques centrales achètent des obligations d'État, ce qui fait monter le cours des obligations et baisser les taux d'intérêt. À titre indicatif, dans la zone euro, l'Allemagne émet à moins 0,5% sur 10 ans, la France émet à moins 0,2% sur 10 ans, bon, parce que les cours des obligations sont tellement élevés que le taux est négatif. Voilà, ça, c'est le premier point. Et puis, il y a un autre point, c'est que ces liquidités, elles vont sur les marchés actions. Et ça, on l'avait déjà constaté en 2009 aux États-Unis, quand on a touché le plus bas, c'était en gros en mars 2009, le quantitative easing, on s'est rendu compte que comme les agents économiques ne souhaitaient pas emprunter parce qu'ils n'avaient pas confiance dans l'avenir, les banques qui étaient inondées de liquidités ou les agents qui étaient inondés de liquidités ont investi ces liquidités, non pas dans les obliques qui rapportaient rien, non pas dans le monétaire qui rapportait rien, mais dans les actions ou dans l'immobilier, c'est-à-dire des actifs, et on a assisté à une bulle, à mon avis, c'est ce qui est en train de se produire là en ce moment, c'est-à-dire que la hausse des actions, elle est absolument pas liée aux fondamentaux. Les fondamentaux, on n'y voit rien du tout. Pour l'instant, on ne peut pas savoir si parce que je vous rappelle quand même que la base du cours d'une action, c'est en gros c'est le ratio cours-bénéfice, quoi. Bon, voilà. Si les bénéfices, comme je le pense, dans les 2-3 prochaines années, seront de toute façon inférieurs à ce qu'ils étaient précédemment, on peut raisonnablement penser que la reprise qui a eu lieu après le crack de mars-avril est sans doute un peu excessive. Voilà. Bon, mais alors, de là à parler d'un nouveau crack, oui, il y a un risque de nouveau crack s'il y a une deuxième vague. Il y a un risque de nouveau crack, et là, on n'est pas à l'abri d'un nouveau virus, parce que ce qu'il faut comprendre, et c'est là où, si vous voulez, dans la finance, tout est lié, il faut vraiment avoir une approche holistique du problème, c'est que avec la dégradation de notre environnement, qui est sans doute le problème principal, il ne faut pas se leurrer, hein, c'est pas la baisse du niveau de vie de 10% le problème principal. Le problème principal, c'est de se dire le réchauffement climatique, le fait qu'il va y avoir de plus en plus de morts par la pollution, etc., etc. Et le réchauffement climatique lui-même génère l'apparition de nouveaux virus qui seront peut-être encore pires que celui qu'on a connu. Donc, il ne faut pas croire qu'une fois que ce virus-là sera passé, l'humanité va s'en sortir. Et là, si on a un nouveau virus qui revient cet hiver, qui revient l'an prochain, et qu'on est obligé de reconfiner pour tout simplement sauver une partie de la population, évidemment, on aura un nouveau crack. Ça fait pas loin d'un doute. Voilà où on en est, si vous voulez. Tout à fait, Eric. C'est tout à fait clair. Est-ce que quand tu parles, Eric, du quantitative easing comme politique monétaire des banques centrales, est-ce que c'est le même concept que la monnaie hélicoptère ou l'hélicoptère money de Friedman? Est-ce que ça signifie la même chose? Pas du tout. C'est deux choses complètement différentes. C'est très intéressant d'ailleurs comme question. Merci. Alors, l'hélicoptère monnaie, c'est l'idée de dire, pour relancer l'activité, bon, c'est une image que Friedman avait lancée dans les années 70, je crois, mais c'est juste une expression qu'il a sortie, mais il ne l'a jamais théorisée. Il l'a jamais théorisé. Alors, tout le monde se saisit de ça en disant Friedman, il a dit ça. Oui, mais il l'a dit comme ça, si vous voulez, dans une conférence, et puis je pense qu'il attachait pas autant d'importance que ça. Bon, il faut bien préciser ça. C'est pas une théorie. La monnaie hélicoptère, c'est le fait de dire, bon, l'activité, elle repart pas. Pour la faire repartir, il faut donner de l'argent aux ménages. Alors, que vont faire les banques centrales? Plutôt que d'acheter les obligations pour mettre de la liquidité dans le circuit, on va directement faire un virement de, 1 000 euros, 2 000 euros à tous les ménages de la zone euro pour que cet argent soit dépensé immédiatement et donc relance l'activité. Alors, ça, les banques centrales se sont toujours opposées à ça. Et à mon avis, elles ont raison. Pour une raison très simple. C'est que lorsque vous êtes une banque centrale et que vous achetez des obligations, vous avez à l'actif de votre bilan des obligations qui, en théorie, rapportent quelque chose. Aux États-Unis, ça rapporte 1%. Bon, en France, ça ne rapporte plus rien en ce moment. Et vous avez au passif de la monnaie que vous avez émise. Mais votre bilan, il est toujours équilibré. Vous avez toujours, en face de la monnaie émise,
un actif qui est un actif financier, qui en principe est un actif sûr, puisqu'il s'agit soit d'obligations d'État sans risque, sans trop de risque, soit d'obligations du secteur privé qui sont au moins investment grade, qui sont donc solides. Quand vous distribuez de l'argent aux ménages, vous n'avez rien en face de ce passif. Vous avez envoyé de l'argent dans le circuit, mais vous n'avez plus aucun actif en face. C'est pour ça qu'à mon avis, les banques centrales refuseront, et elles ont raison, cette fameuse solution de la monnaie hélicoptère. Mais il ne faut pas se leurrer. Qu'est-ce qu'on voit actuellement? On voit des États, parce qu'aux États-Unis, c'est ce qui se passe. Aux États-Unis, je crois que les États-Unis, ils ont donné $1000 par ménage tous les mois jusqu'à fin juillet, quelque chose comme ça, pour faire repartir la machine. C'est l'État qui a transféré de l'argent aux ménages. Bon, nous, en France, on ne le fait pas parce qu'on a un système d'assurance chômage qui est important, mais on l'a fait avec, par exemple, l'activité partielle. Puis dans tous les pays européens, ça a été fait de la même manière. Ce sont toujours les États qui ont fait le transfert d'argent avec en face une dette. Mais dans la pratique, le résultat, il est à peu près équivalent à celui de la monnaie hélicoptère, parce que en fait, l'État transfère de l'argent aux ménages ou aux entreprises, accroît sa dette, émet les obligations, et c'est la Banque centrale qui achète les obligations. Donc au final, on est finalement dans une stratégie qui a les mêmes conséquences que de la monnaie hélicoptère, sans en avoir le nom, puisque la Banque centrale, en face de son passif, a toujours des actifs qui sont des obligations. Et ce qui est important à comprendre, c'est que avec cette crise, la Banque centrale européenne, comme la Fed d'ailleurs, la Banque centrale européenne, elle détient à peu près 20% de la dette émise par tous les États de la zone euro. Mais encore une fois, la Banque centrale européenne, comme la Fed, dit attendez, nous on achète ces obligations qui sont à l'actif de notre bilan, mais il n'est pas question que ça dure 107 ans. Ça va durer. Alors, dans un premier temps, ils ont dit on le fait jusqu'à fin 2020. Puis là, il y a 3 semaines, ils ont dit non, finalement, on va aller jusqu'à fin juin 2021. Bon, à mon avis, ça va continuer. Mais ce qui se passe dans la situation actuelle, c'est un petit peu le même résultat que la monnaie hélicoptère que tu signalais, mais en réalité, ce n'est pas directement la Banque centrale qui le fait. Elle ne fait que financer les déficits publics. Alors, une question qui ne va pas manquer de se poser, je pense que vous en parlez également en Tunisie, il y a un débat actuel de dire est-ce que c'est de la monétisation ou pas? Premier débat. Et il y a un deuxième débat de gens de gauche comme de droite en France, de gauche comme de droite, qui disent puisque la Banque centrale européenne, comme la Fed, détient 20 à 30% des dettes publiques, que la Banque centrale européenne est détenue par l'État, pourquoi ne pas tout simplement annuler dans le bilan de la Banque centrale les dettes, les obligations d'État qu'elle détient? Puisque de toute façon, c'est un système, c'est un cercle, on est bien d'accord. L'État émet des obligations, la Banque centrale les achète, émet de la monnaie, et la Banque centrale est détenue par l'État. Donc il y a une question qui se pose, c'est de dire est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement, finalement, annuler les dettes publiques détenues par la Banque centrale? Alors là, on rentrerait dans un chemin qui serait encore plus dangereux, à mon avis, que la monétisation. Voilà en gros où on en est. D'accord. Si on peut parler un petit peu de la France, Eric, parce que tu sais que pour la Tunisie, la France est le premier partenaire, c'est le premier fournisseur, le premier client de la Tunisie. Chaque année, on réalise à peu près 3,4, 3,7 milliards de dinars d'excédent commercial avec la France. La France, pour la Tunisie, est un partenaire assez fort. Et la situation économique et financière de la France nous importe beaucoup. Et s'il y a une récession, s'il y a une décroissance, s'il y a des problèmes en France, ça va certainement rejaillir sur la Tunisie. Donc, comment se porte la France par rapport à cette crise aujourd'hui? Macron, il nous a donné l'air de bien gérer les choses au niveau économique avec des mesures assez conséquentes. Est-ce qu'aujourd'hui la France est capable de s'en sortir? Est-ce qu'il va y avoir des dégâts? À combien tu estimes ces dégâts au niveau de la croissance économique? Comment tu vois la situation en France? Alors, il y a deux choses qu'il faut bien distinguer. Il y a la situation de l'économie française et ensuite l'impact que va avoir la crise sur les relations entre
l'économie française et l'économie tunisienne sont deux choses différentes. L'économie française, comme je le disais, je pense qu'on va avoir une baisse du PIB de l'ordre de 9% cette année. On aura une reprise l'an prochain. Mon sentiment, c'est que comme ça s'est produit en Chine, puisque eux, ils ont subi le virus de 2-3 mois avant l'Europe, si vous voulez, je pense qu'on ne retrouvera pas le niveau d'activité d'avant la crise, mais qu'on va plutôt se situer quelque part autour de 90-95%. Bon. Donc, on va sans doute pendant quelques années rattraper le niveau de PIB qui était avant la crise, mais d'une manière assez progressive, parce qu'effectivement, il y aura quand même des défaillances, il y aura des sociétés qui vont disparaître, et puis il y aura évidemment du chômage. Donc tout ça, ça va contribuer à réduire l'activité économique. Bon, donc ça, c'est le premier point. Bon, si on a une baisse sur 3-4 ans de 1 ou 2% de PIB, le pouvoir d'achat va bien sûr baisser, mais enfin, ce ne sera pas la fin du monde non plus. Alors, la question, en revanche, qui peut intéresser nos amis tunisiens qui nous écoutent, là, ou qui nous regardent, c'est effectivement les conséquences. Moi, j'en vois deux. La première, c'est sur le tourisme. Parce que je crois que le tourisme représente 12% ou 13% du PIB tunisien. L'ordre d'idée, hein, c'est ça, je crois. Bon. Il est évident que les Français, là, cet été, les Français, ils vont rester en France, quel que soit leur niveau de vie, pour des questions déjà de sécurité sanitaire. Et puis, ils ne veulent pas prendre l'avion, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui, à court terme, va effectivement avoir une incidence cette année, c'est sûr, probablement l'an prochain aussi, sur le tourisme tunisien de la part des Français. Bon. Et il y a un deuxième point sur lequel il faut bien insister, c'est que la sécurité sanitaire, l'insécurité sanitaire qu'a montré le virus, finalement le fait qu'on soit dépendant de produits fabriqués en Chine, etc., et ailleurs, a fait prendre conscience aux Européens qu'il fallait relocaliser un certain nombre d'industries. Donc mon sentiment, c'est que dans le domaine de la sous-traitance et de l'industrie qui est sous-traitée en Tunisie, je pense qu'on aura un certain nombre de relocalisations qui vont se faire pas forcément en France, hein, mais en Europe. Et donc là, effectivement, c'est un risque qui à plus long terme pour la Tunisie que d'avoir, si vous voulez, que le tourisme. Alors, en revanche, le côté positif de cela, c'est que les entreprises qui sous-traitaient très loin, c'est-à-dire en Asie ou en Chine, peuvent être tentées de relocaliser une partie de leur sous-traitance en Tunisie, par exemple. Voilà, donc je pense qu'on aura un double phénomène, à la fois une relocalisation des sous-traitants français qui sont actuellement en Tunisie vers la France, et puis sans doute un autre mouvement qui peut être assez important. Je pense même, par exemple, des pays comme la Turquie, où il y a quand même beaucoup de sous-traitance, en particulier avec l'Allemagne. Il est tout à fait possible que les entreprises disent bah ouais, la Turquie maintenant, avec la politique de M. Erdogan, qui est extrêmement agressive vis-à-vis de l'Europe, on ne sait pas où ça va, donc on peut être tenté de relocaliser, soit en Europe, soit dans des pays qui sont considérés comme plus stables et plus fiables aussi, comme partenaires européens. Et puis d'ailleurs, la Tunisie, c'est aussi un des rares pays qui est une démocratie, il ne faut pas l'oublier, autour de la Méditerranée, dans le sud. Hein, voilà. Donc là, effectivement, je vois ça comme conséquence. Tout à fait. Je sais que tu as beaucoup travaillé sur tout ce qu'a fait ou tout ce qu'a écrit ou des ouvrages de Joseph Schumpeter, l'économiste autrichien qui est devenu américain après, parce que tu en as parlé dans ta thèse, dans tes ouvrages. Joseph Schumpeter parle de la destruction créatrice. Pendant une crise, pour Schumpeter, il va y avoir de la destruction, après il va y avoir de la création. Est-ce que ce phénomène est observable dans cette crise du Covid-19? Est-ce que là, on est en train de vivre, pour toi, Eric, une sorte de destruction? Quand on voit le secteur aérien, il y a beaucoup de faillites, il y a beaucoup de problèmes dans ce secteur. D'autres secteurs sont fortement touchés, de plein fouet. Est-ce que aujourd'hui, on peut parler de destruction qui aboutira à la création après? Et où va se situer la création pour toi, si c'est le cas? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le concept de destruction créative de Schumpeter, il est inhérent au capitalisme. C'est une tendance de fond. Donc ça, à la limite, il n'y aurait pas eu le virus. Le processus, il est en marche depuis que le capitalisme existe, c'est-à-dire depuis qu'Adam Smith a fait son bouquin en 1776. Donc c'est un processus qui
qui est permanent et qui est vraiment la tendance de fond du capitalisme. Voilà. Maintenant, ce qui se passe, c'est que le Covid-19 a joué aussi un rôle de révélateur, de prise de conscience, notamment de la gravité de la situation environnementale. Et là, effectivement, ça va sans doute accélérer le processus de destruction créatrice, en particulier, effectivement, dans les industries polluantes, typiquement le monde de l'aviation, etc. Il va y avoir, typiquement en France, il y a un débat actuellement pour supprimer les dessertes entre Paris et les villes de province en disant ça ne sert à rien d'avoir l'avion, on va utiliser le train. D'abord, le train, c'est l'électricité, ça ne pollue pas, et puis pour l'environnement, c'est très bon, et en plus, ça coûte moins cher. Bon. Donc, on va avoir une accélération de ces phénomènes, ça me paraît évident, avec une disparition peut-être plus rapide que prévu de secteurs qui étaient de toute façon condamnés. Je pense que le secteur pétrolier, de toute façon, il est condamné. Alors, est-ce qu'il est condamné? On pouvait se dire il va être condamné sur 30 ans, il sera peut-être condamné sur 15 ou 20 ans, ce qui va changer la donne. Alors, la rapidité avec laquelle on va pouvoir mettre en place les énergies alternatives comme le solaire et puis l'éolien, par exemple, ou l'hydraulique. Bon, là, évidemment, je crois qu'on va avoir un phénomène d'accélération qui va sans doute d'ailleurs être favorisé aussi par des mesures fiscales qui sont incitatives. Et donc, on va effectivement avoir une accélération de ce processus de destruction créatrice. Mais ça, c'est tout à fait clair. Et donc, je pense également, vous savez, avec ce qui s'est passé, le confinement, je pense que c'était la même chose en Tunisie, on a énormément de gens qui ont fait du télétravail. Bon. Et bien là, on va avoir aussi une modification, et Schumpeter le dit, hein. Quand Schumpeter dit l'innovation, ça ne vient pas seulement des produits, ça vient également des processus de management. C'est une des cinq causes de l'innovation chez Schumpeter. Et il est assez visionnaire parce que je pense que, notamment dans les services, on va avoir une accélération de tout ce qui est finalement télétravail, qui était un processus qui était en cours, mais qui va être accéléré par le virus. Parce que c'est en plus, d'un point de vue environnemental, c'est parfait, puisqu'on ne prend plus la voiture pour aller travailler, etc. Donc là, oui, je crois beaucoup à l'accélération, mais il ne faut pas croire que la destruction créatrice, elle n'était pas déjà à l'œuvre avant. Elle était à l'œuvre. Très bien. Alors, comment tu vois, J'entends pas là. Eric, de ton côté, l'évolution des relations internationales. Tu m'entends? Oui, ça y est. L'évolution des relations internationales, c'est ça? Donc l'aspect géopolitique, en fait, c'est ça? Alors, je répète la question. Comment tu vois l'évolution des relations internationales et notamment la position de la Chine par rapport au reste du monde? Est-ce que après cette crise, on va commencer à parler un petit peu de l'après-crise Covid-19, est-ce que le rôle de la Chine va se renforcer? Est-ce que la Chine va sortir encore plus renforcée après cette crise, ou bien il va y avoir une refonte des priorités, des relations? On parle de relocalisation aujourd'hui. La France qui se rend compte que la Chine est devenue l'usine du monde et qu'on ne fabrique plus rien en France ni en Europe. Est-ce que ça va reconfigurer les relations internationales? Est-ce que la position de la Chine va rester dominante, ou bien elle va s'affaiblir par rapport à cette crise? Alors, ce qui est clair, c'est que comme en 2008, au moment de la crise des subprimes, en fait, on s'est rendu compte que la Chine était arrivée au stade où son développement économique ne passait plus par l'exportation, puisque son excédent commercial a commencé à baisser en 2009, là au moment où il y a eu la crise, les Américains ont moins acheté, et qu'elle a développé, son économie maintenant est fondamentalement développée sur la demande intérieure. Bon, alors ça a des conséquences très importantes, parce que ça a énormément renforcé le nationalisme chinois. Maintenant, les Chinois qui se considéraient, et c'était à peu près le cas en 1800, comme étant un des pays les plus puissants du monde, ce qui était le cas d'ailleurs, reviennent, si vous voulez, sur cette nostalgie et se disent, oui, maintenant, finalement, on est la puissance économique la plus importante dans le monde, puisque les Américains font n'importe quoi avec M. Trump qui finalement dessert les intérêts des États-Unis,
par ces bouffonneries permanentes. Bon. Et donc, la Chine utilise, si vous voulez, la faiblesse du pouvoir central américain, du pouvoir fédéral américain, mais là encore, c'est un rouleau compresseur qui est en marche depuis 1981, depuis Deng Xiaoping. Bon. Alors, ça a des conséquences importantes, c'est-à-dire qu'on se rend compte maintenant, et en Europe en particulier, mais également aux États-Unis et en Grande-Bretagne, notamment avec l'affaire de Hong Kong, on se rend compte que la Chine devient extrêmement agressive. Et donc, parce qu'elle a l'impression qu'elle peut dicter en quelque sorte sa loi aux autres grandes économies. Et cette prise de conscience qui est très nette en Europe, avec notamment le commissaire Breton, qui est un Français, pour le commissaire à la réindustrialisation, il y a une prise de conscience très nette avec une volonté de relocaliser une partie de l'industrie qui était en Chine et puis surtout de cesser cette naïveté qu'on avait vis-à-vis de la Chine en disant « oui, mais si on produit chez eux, ça coûtera moins cher, etc. etc. » Voilà. Donc là, il y a une très nette prise de conscience qui me semble aller dans le bon sens d'ailleurs et qui peut-être aura une incidence sur l'agressivité chinoise. Peut-être que ça va réduire l'agressivité chinoise, mais enfin, ça n'en prend pas le chemin pour l'instant. Bien. Alors ça, c'est bien clair. On va commencer à parler un petit peu pour terminer, puis pour passer aux questions des participants. Alors, si on essaie d'anticiper l'après-crise, est-ce que tu es en mesure aujourd'hui, Eric, de nous donner, je dirais, une visibilité par rapport au timing? Est-ce que 2021 sera vraiment l'année de la relance économique? Est-ce qu'on va s'en sortir vers la fin 2020 ou bien il faut attendre 2022-2023? Tout dépend de la situation sanitaire mondiale. Si le virus, comme c'est le cas a priori en Europe, est sous contrôle et qu'il n'y a pas de nouveau virus, l'activité va repartir, à mon avis, dès l'automne. Il n'y a pas de raison que ça ne reparte pas. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, comme on est rentré dans une phase de déséquilibre climatique extrêmement grave, il est tout à fait possible qu'on voit arriver des virus qui seront peut-être encore pires que celui-ci dès l'hiver prochain, et auquel cas, on va replonger dans une nouvelle crise. Et alors là, les banques centrales, je ne sais pas ce qu'elles pourront faire de plus, mais tout est lié. Et c'est pour ça que l'urgence climatique, elle doit être traitée très vite. Parce que le réchauffement de l'atmosphère, finalement, c'est ça qui fait aussi qu'il y a de plus en plus de virus qui apparaissent et puis qui vont contaminer tout le monde. Voilà. Donc là, c'est très difficile de faire un pronostic. J'ai l'impression qu'en Europe, on a pris en gros, à l'exception du Royaume-Uni, on a pris en gros les bonnes décisions pour stopper l'évolution du virus, en particulier les Allemands, d'autres pays du Nord qui ont très bien géré la crise. Aux États-Unis, M. Trump a fait n'importe quoi et donc maintenant le virus est en train de s'envoler. En Amérique latine, c'est la même chose avec M. Bolsonaro au Brésil qui a fait absolument n'importe quoi. Mais à côté de ça, vous avez des pays, typiquement l'Uruguay qui est juste à côté, qui a adopté une politique raisonnable de confinement. Finalement, va pouvoir reprendre, son activité va reprendre. Mais alors, bien évidemment, si les États-Unis replongent à cause du virus, on sera tous concernés. C'est ça le problème. Mais en Europe, on sent qu'on est en train de devenir finalement une forteresse un petit peu économique et sanitaire. Et puis, bon, on a un marché de 500 millions d'habitants, donc à la limite, on n'a peut-être plus tellement besoin des Chinois ou même des Américains. Voilà. Mais voilà, tout va dépendre de l'arrivée de nouveaux virus ou pas. Est-ce que tu considères, Eric, que pendant cette crise, l'Europe a bien fonctionné? Les institutions européennes ont bien fonctionné, il y avait de la cohérence, il y avait de la coordination avec les banques centrales donc nationales, françaises ou allemandes. Est-ce que l'Europe a vraiment bien géré cette crise avec ses institutions, avec les relations entre les nations, avec la Commission européenne, avec la Banque centrale européenne? Est-ce qu'il y a eu de la réactivité? Alors, ce qui est très intéressant dans cette crise, c'est que ça a été un élément cathartique où on a pris conscience que l'Europe avait énormément de potentiel et qu'il fallait absolument trouver une solution européenne au problème. Et de ce point de vue-là, la meilleure nouvelle qu'on ait eue a été le Brexit. Parce que si les Anglais étaient restés
dans l'Union européenne, ils auraient tout bloqué. Ils auraient tout bloqué comme ils le font depuis des années. Donc le fait que le Brexit ait eu lieu donc en janvier de cette année, c'est une excellente nouvelle pour l'intégration européenne, parce que les Allemands qui en ont toujours un petit peu marre de payer pour les pays du Sud qui n'arrivent pas à gérer leurs finances publiques, ils ont pris conscience que dans un marché européen de 500 millions d'habitants, ils étaient les principaux gagnants finalement parce qu'ils ont l'industrie la plus puissante et qu'ils avaient intérêt à aider les pays du Sud particulièrement frappés par le virus comme l'Espagne et l'Italie ou moins la Grèce, mais bon, pour justement conserver finalement ce grand marché. Et ça a été un phénomène qui a accéléré l'intégration européenne. Et je pense toujours à ce que disait Jean Monnet, qui est finalement un des pères fondateurs de l'Europe, comme chacun sait. L'Europe se fera dans les crises et elle sera la somme des solutions qu'on apportera aux crises. Je crois que cette citation de Jean Monnet, qui était très visionnaire, elle n'a jamais été aussi pertinente qu'aujourd'hui. Donc je suis très optimiste pour ça. Grâce à Johnson, finalement. Merci, Monsieur Johnson. Voilà. Alors, on va prendre quelques questions, Eric, des participants. Donc, il y a une première question d'un participant assidu qui a bien suivi donc la conférence. Alors, il vous pose la question, quels sont les secteurs les plus touchés par la crise? Les secteurs les plus touchés, c'est bien sûr, c'était l'automobile, mais c'est surtout le secteur aérien, avec et puis le tourisme, évidemment, puisque les touristes au niveau mondial ne vont plus à l'étranger, ça c'est très clair. Voilà. Et à côté de ça, vous avez l'hôtellerie, la restauration, avec le confinement, etc. Il y a à côté de ça, on se rend compte que les secteurs de base, comme la consommation alimentaire, évidemment, et tout ce qui est lié à Internet, ça s'est développé parce que les gens sont restés chez eux et se sont rendus compte que finalement, il y avait des tas de choses dont ils n'avaient pas besoin. Et voilà. Bon. Alors, il y a aussi Amel Ferry qui te pose la question suivante. Bonjour, en cas d'un reconfinement vers la rentrée 2020, comment va s'en sortir l'économie internationale? C'est clair que s'il y a un reconfinement, ce que je disais tout à l'heure, s'il y a un reconfinement parce que le virus fait une deuxième vague ou parce qu'il y a un nouveau virus, on va replonger. Ça, c'est absolument clair. Donc là, il faut, si vous voulez, alors, c'est pas le tout de dire on va plonger. Vous savez, dans l'économie ou dans la finance, que ce soit pour les États ou pour les ménages, il faut d'abord porter le diagnostic. Ensuite, il faut porter un pronostic. Pas de diagnostic, pas de pronostic. Ensuite, il faut porter des recommandations ou une ordonnance. C'est comme une maladie, finalement. Eh bien, moi, je ne suis pas homme politique. Je suis enseignant-chercheur, c'est un autre métier. L'homme politique passe son temps à mentir, l'enseignant-chercheur passe son temps à chercher la vérité. Donc, c'est vraiment un métier opposé. Bon, c'est la difficulté. Mais en revanche, je peux dire ce qu'il serait intelligent de faire au niveau de macroéconomique, je dirais, mais je peux également dire ce qui serait intelligent de faire au niveau des ménages. Bon, il est clair qu'en ce moment, c'est pas le moment d'être endetté, sauf si on veut acheter sa résidence principale, bon, c'est un autre problème, mais c'est pas le moment de s'endetter pour acheter des actions. C'est pas le moment de s'endetter pour consommer. Parce que si effectivement on a un retour du confinement, eh bien, tous les acteurs qui seront endettés vont souffrir. Donc, les entreprises, c'est pareil. Le meilleur conseil qu'on puisse donner actuellement en termes microéconomiques, je ne parle pas de la macro, là, on a déjà on l'a vu précédemment, c'est de dire il faut rester liquide, il faut avoir du cash, il ne faut pas être endetté, parce que s'il y a un retournement de la situation, eh bien, ce sont les agents qui seront les plus endettés qui paieront les pots cassés. Très bien. Il y a des étudiants qui nous suivent et ils s'inquiètent par rapport donc à l'évolution de la situation économique nationale et mondiale. Ils s'inquiètent par rapport aux emplois. Donc il y a deux étudiants qui posent presque la même question. Est-ce que donc il va y avoir des emplois qui vont disparaître, d'autres qui vont apparaître, où se positionner, quels seront les secteurs porteurs pour un étudiant qui va être diplômé, il doit se diriger où, vers quelle spécialité, en matière économique et financière, bien sûr. Comment tu vois les choses, l'évolution du marché de l'emploi post-crise Covid-19? Je suis d'autant plus sensibilisé à cette question que je dirige un 3e cycle en gestion de patrimoine et en immobilier
avec 72 étudiants. Donc, je connais bien la question et je comprends bien les craintes des étudiants, y compris des miens. Ce qui est clair, c'est que dans les périodes où l'emploi disparaît, ou du moins quand les entreprises cherchent à faire ce qu'on appelle le cost killing, voire même du cost cutting, qui devient du cost killing, c'est-à-dire on coupe d'abord et après finalement on tue les coûts, les premières victimes, ce sont les nouveaux entrants. C'est-à-dire que ceux qui sont dans l'entreprise, ils sont protégés par des contrats à durée indéterminée, par un certain nombre de choses. On va peut-être, ceux qui partent en retraite, on ne va pas les remplacer. Et là, on le voit très bien en France. Il y a une génération de 700 000 étudiants qui sortent du système scolaire en septembre. Ben, il est évident qu'il y a 3 fois moins d'offres d'emploi que l'année dernière. Bon. Même si le bac, le résultat du bac sont de 95%, ce qu'on n'avait jamais vu, avant tout le monde a eu le bac. Voilà. Et donc là, on a effectivement un problème, mais qui, à mon avis, quand même, n'est qu'un problème conjoncturel. Hein. S'il n'y a pas de rebond de l'épidémie ou de nouvelle épidémie, le marché va repartir. Ce qu'on peut conseiller quand même aux étudiants, c'est, à mon avis, l'idéal, dans la situation actuelle, c'est de refaire une année d'études pour améliorer ses compétences encore. Parce que ce n'est pas le moment d'arriver sur le marché de l'emploi en septembre 2020. Il vaudra mieux y arriver en septembre 2021. Alors maintenant, au niveau des emplois dans la finance, plus particulier, il est évident que les emplois dans les salles de marché ou les emplois dans les banques d'investissement, ça va être très, très compliqué. Il y en aura beaucoup moins des offres. En revanche, dans la banque généraliste, la gestion de patrimoine et même dans l'immobilier d'entreprise, tout ce qui est service autour des entreprises ou tout ce qui est service aux particuliers dans les banques, il y aura toujours du recrutement. Le recrutement va se poursuivre dans ces secteurs-là. Donc là, il faut que les étudiants qui nous écoutent soient bien conscients de ça. Et quelqu'un qui est, par exemple, qui aurait fait un master 2 comment dirais-je, en finance de marché, a peut-être intérêt à refaire un master 2 dans les services à l'immobilier ou dans, par exemple, la gestion de patrimoine, qui sont des métiers qui sont beaucoup plus stables. Voilà, c'est ça qu'on peut conseiller. Très bien. Merci beaucoup, Eric. On a fait le tour là. C'était vraiment très intéressant. On a abordé les axes prévus. On a pris quelques questions. C'était vraiment très pertinent. Alors, j'entends rien. J'entends plus rien. Là, je n'entends plus rien. Ah, je n'entendais plus rien là. Voilà. Oui, c'est bon. Je t'ai donné le mot de la fin, c'est bon? Ah, j'ai pas entendu, excuse-moi. Il faut que je termine, c'est ça? Voilà, alors, je t'ai dit merci beaucoup, c'était très bien, c'était très intéressant. On a eu beaucoup j'en attendais pas moins. de doctorants, de professeurs et d'universitaires et d'étudiants qui ont suivi. On a plein de questions, mais là, le temps nous presse. Alors, je te disais, Eric, le mot de la fin. Alors, pour toi, un petit message pour aussi bien tes collègues ici à l'IHET, les professionnels, les praticiens, un mot de la fin, voilà. Le mot de la fin le plus important, c'est que cette crise, elle nous a fait prendre conscience de la fragilité de la vie, mais aussi de son caractère extrêmement précieux. Donc, c'est ça le plus important, c'est de dire on est vivant, on est en bonne santé, les étudiants, ils sont jeunes, ils ont tout l'avenir devant eux, il ne faut pas ressasser une situation conjoncturelle pénible, et puis voilà, s'il faut passer 1 an à faire le tour du monde ou à faire autre chose, voilà, la vie est longue et il faut profiter de la vie. Voilà. Merci Eric, c'est très gentil, c'était vraiment très intéressant. Merci pour avoir accepté cette participation, cette intervention, et on espère te retrouver à Tunis après la reprise des voyages, et on espère te retrouver à l'IHET où déjà tu as déroulé un certain nombre de conférences. Voilà. Merci beaucoup, amitié, et à la prochaine. Au revoir. Au revoir.